Quatrième leçon, qui est donc toujours dans le cadre de la préparation au mariage, bien, je vais aborder une préparation qui est plus lointaine, qui se passe dès le début de l'adolescence, et même avant, à la rigueur, et qui pourtant aura des conséquences par la suite. C'est ce que j'appellerais une préparation à la chasteté. Alors, quand je dis chasteté, je veux parler, en termes aristotéliciens et saint Thomas d'Aquin, de cette vertu qui ordonne la sexualité à l'amour. Donc il ne faut pas la confondre avec le vœu de chasteté des religieux qui, eux, ordonnent l'absence de sexualité consacrée à l'amour de Dieu. La chasteté dont je parle, elle est indispensable comme vertu à tous les hommes sans exception, quels que soient leurs états. On est chaste dans le mariage, parce qu'on ordonne la sexualité du couple à l'amour du conjoint. Eh bien, cette vertu s'acquiert, et elle s'acquiert dans la jeunesse, avant même la puberté, comme je vais le montrer. Mais d'abord, avant d'aborder cela, je voudrais montrer à quel point l'inverse de la chasteté, qui s'appelle la luxure, qui est un péché capital, est une voie sans issue dans le couple. Alors pour cela, il faut se souvenir que la luxure, c'est le sexe recherché pour le sexe exclusivement. Dès qu'il y a un sentiment amoureux, ce n'est plus de la luxure, c'est du romantisme. Si le sentiment amoureux est le motif exclusif, on va parler d'un péché capital que je verrai à la leçon suivante, qui est celui du romantisme exalté. La luxure, c'est donc le sexe recherché pour le sexe. Et je voudrais manifester à quel point c'est une voie sans issue. Bon, d'abord, on voit bien, ça ne peut pas rendre heureux à long terme. Quand on se souvient de la leçon précédente où j'expliquais que le cœur humain, si on le regarde dans son ensemble, implique 4 degrés. Le premier, évidemment, c'est l'aspect végétatif, lié au désir sexuel du corps de l'autre, qui s'établit dans le deuxième degré, par le désir sexuel, désir psychologique, qui lui est conscient du corps de l'autre. Si l'être humain n'avait que ces 2 degrés de vie, donc le degré physique commun avec les plantes, le degré psychologique commun avec les animaux, eh bien on pourrait dire que, à la rigueur, le plaisir sexuel suffirait à rendre heureux. Mais l'être humain, c'est aussi une vie spirituelle, donc l'autre est considéré comme une personne, doit être aimé comme un ami, respectable infiniment. Et puis il y a le degré mystique. Ça veut dire que le cœur de l'homme est inquiet tant qu'il n'a pas trouvé de réponse à la question de savoir si on se retrouve de l'autre côté, si ça vaut le coup de créer une famille et de faire des enfants, si tout doit se terminer dans le néant. Donc la luxure, c'est réduire exclusivement la recherche du bonheur à 2 degrés de vie. On dit que c'est un péché, au sens de quelque chose qui va détruire la construction de l'être humain, parce qu'il réduit l'homme à une finalité qui ne peut pas l'épanouir complètement, juste ponctuellement. Donc dans le cadre de la luxure, c'est dans l'acte sexuel uniquement. Et après, eh bien, on se retrouve gros gens comme devant, avec un certain dégoût de soi-même, quand on n'a pas respecté surtout la personne de l'autre. Mais il y a une autre raison qui montre que la luxure est une voie sans issue. C'est une loi intérieure d'ordre psychologique, un mécanisme qui va amener peu à peu à la destruction de la personne, de sa vie familiale, etc. C'est ce que la théologie classique appelait un péché capital. Du mot caput capitis, la tête, ça veut dire qu'en fait la luxure c'est une finalité, une tête de notre vie qui ne peut que conduire à cela, à la destruction. Donc il ne faut absolument pas confondre la luxure avec le plaisir sexuel dans le cadre d'un couple qui s'aime. Et qui là, le plaisir sexuel devient un moyen au service du couple, et même parfois au service de l'avenue d'un enfant, et là ça n'a rien à voir. Donc quand c'est un péché capital, il y a un mécanisme qui se met en place.
Eh bien, c'est assez simple. Les plaisirs sexuels, comme tous les plaisirs, ne peuvent pas durer infiniment. Au début, c'est tout beau, tout exaltant. Et puis, au bout d'un certain temps, ça s'use. Et ça, les jeunes adolescents le voient, l'expérimentent dès le départ, principalement les garçons qui sont très tentés par rapport à cela. En particulier dans le domaine de la masturbation, qui est, explicitement, une pratique de la luxure. Puisqu'il est évident qu'un jeune adolescent qui découvre ça ne cherche pas l'amour d'autrui, il cherche uniquement l'amour de lui-même, c'est un plaisir centré sur lui-même, c'est bien le sexe pour le sexe. Alors prenons un adolescent au début de sa puberté. Il découvre par hasard ce plaisir sexuel-là et il n'a aucune espèce d'idée du danger que ça peut représenter par rapport à sa formation, par rapport à son futur couple. Il voit que ça donne du plaisir immédiat et personne ne lui a donné d'indication comment gérer ça petit à petit. Donc il cherche le plaisir et il l'obtient. Et il se rend compte qu'avec un simple fantasme, une idée dans la tête, la pensée d'une femme nue, il obtient ce plaisir intense. Et au bout de 2 mois, mettons, eh bien le fantasme ne suffit plus. Le plaisir qui avait une intensité comme cela, dans la courbe, au bout de 2 mois, il va avoir une intensité beaucoup plus faible, si je mets une courbe imaginaire dans l'écran. Évidemment, comme il n'est pas prévenu, il n'a pas d'expérience, mais il cherche à retrouver le même plaisir qu'au départ. Et là, une règle immédiate s'impose, il faut de la nouveauté, de l'exotisme, parce que le plaisir se renouvelle par la nouveauté. Et donc, tout naturellement, il ne va pas se contenter d'une pensée imaginaire, il va chercher, par exemple, la photo d'une femme, peut-être au début d'une femme en sous-vêtements, dans les magazines de publicité. Eh bien, au bout d'un certain nombre de mois, cette image ne produit plus son effet. Il faut de nouveau du nouveau. Et le nouveau se rapproche de plus en plus. C'est un mécanisme qui ressemble tout à fait à celui de la drogue. Sauf que dans le cas de la luxure, il n'y a pas, comme dans le cas de la drogue, une grave dépression après qui fait qu'on ne pense plus qu'à rechercher cette drogue. Il y a juste un léger sentiment de malaise parce qu'évidemment, tout jeune qui a un peu de bon sens n'aurait pas envie de se faire prendre. Il voit bien qu'il y a quelque chose d'honteux dans l'acte comme cela. S'il ne se met pas un arrêt, tout naturellement, il va donc vers une femme nue, puis vers des photos de plus en plus, au fur et à mesure que ça augmente, de plus en plus hard, de plus en plus dures, de moins en moins respectueuses du corps de la femme. Normalement, dans une famille normale, il y a un climat où la femme est respectée, ne serait-ce que parce que le père respecte sa femme. Et puis il y a un climat où la femme n'est pas un objet. Et bien normalement, cette chose-là n'a pas de conséquences gravissimes. Il y a une certaine honte, et cette honte provoque un certain arrêt à un certain niveau. Mais il y a certains quartiers, comme dans les banlieues, où il n'y a strictement aucune sorte de limite, d'éducation. Souvent la mère, divorcée, ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Les jeunes s'élèvent entre eux, s'éduquent entre eux, les jeunes garçons dans la rue. Et ils finissent par penser que la psychologie féminine, c'est celle des sites pornographiques. Donc là, on voit que la luxure est allée très loin. Donc, qu'une fille, c'est un peu comme un garçon, ça ne pense qu'à une chose, avoir un acte sexuel, à en jouir uniquement comme ça, mécaniquement. Et c'est là que vont arriver tous ces fameux procès qu'on avait eus pour ce qu'on appelait des tournantes et qui sont en fait des viols collectifs. Ça, c'est dans une luxure poussée très loin, sans aucun contre-pouvoir. Un garçon voit qu'une jeune fille qui est dans la rue et qui est donc considérée comme pas bien puisqu'elle est dans la rue, souvent elle n'est pas voilée. Cette jeune fille est amoureuse, elle a une vision sentimentale de la chose. Lui pense que c'est sexuel, il l'amène dans une cave, et puis parfois il y a les copains qui sont là. Alors il voit bien qu'elle pleure, qu'elle est effrayée, mais elle ne dit pas non, parce qu'elle n'ose pas. Et quand ils se retrouvent 2-3 ans plus tard, en procès, ben ils ne comprennent pas. Ils disent, mais quoi, elle était consentante, elle n'a pas dit non. Donc là, on voit que la luxure laissée à elle-même devient quelque chose d'absolument animal. Et si elle ne produit pas ces fruits-là dans des familles davantage cultivées, c'est parce qu'il y a un climat familial, une certaine pureté quand même,
qui fait que ça ne produit pas ces fruits de destruction. Souvent, les jeunes, quand on leur demande si la masturbation est un péché, disent « Mais non, ça fait de mal à personne ». Mais c'est vrai, sur le moment, ça ne fait mal à personne. C'est clair. C'est plus tard que les conséquences seront payées, et elles seront payées par la femme, par l'épouse. Donc, les jeunes, un petit peu naïfs, sans expérience, se disent que pratiquer comme ça, sans effort, sans lutte, une masturbation quotidienne, donc un acte de luxure, se calmera quand ils connaîtront leur copine, puisque là, ça sera une personne, et que donc, comme on parlera, on fera attention à son corps. Eh bien, c'est une erreur. Ça se calme au début, effectivement. Quand ils tombent amoureux, tout naturellement se met en place un respect, une façon d'avoir un acte sexuel qui fait attention à l'autre. Le problème, c'est pas ces premiers moments. Le problème, c'est quand, au bout d'un certain temps, la passion s'amoindrit, comme toujours. Eh bien, si pendant 10 ans, de 14 à 24 ans, mettons, un garçon sans aucune lutte a pratiqué une sexualité centrée sur son propre plaisir, qu'il rencontre une jeune fille à cet âge-là, et qu'il espère après, à 30 ans, tout naturellement, sans effort, avoir une sexualité entièrement centrée sur elle, sur la façon de lui exprimer l'amour et tout cela, eh bien il se leurre. Il va se passer le même mécanisme qui s'est inscrit dans les premières années de sa jeunesse, et qui sont fortement inscrits. À savoir qu'au bout d'un certain temps, le corps de sa jeune épouse ne va plus l'attirer. Alors on se dit, ça se passe comme ça par rapport à une photo, par rapport à une image. Non, c'est exactement le même mécanisme. Même dans notre monde actuel, qui est fort érotisé, bien peu de gens l'avouent. Ce sont les sexologues qui reçoivent ce genre de confidences et qui voient qu'il y a une grande misère sexuelle. Donc des couples qui n'ont plus de sexualité parce que ils l'ont usé de cette manière-là. On voit beaucoup de divorces venant des hommes, parfois, donc vers la quarantaine, qui se réalisent de cette façon-là en se justifiant de la manière suivante. L'homme prend une maîtresse, donc renouvelle sa sexualité, et s'en justifie en disant « Oui, mais elle ne fait plus attention à elle, mon épouse. Elle ne fait plus comme avant. Elle fait trop de ménage et des choses comme cela. » Ça, c'est typiquement une réaction d'une luxure qui, dans l'adolescence, a été mal contrôlée et qui s'est réveillée à l'âge adulte. Cet argument indique simplement que l'homme ne trouve plus l'épanouissement sexuel qu'il avait auparavant avec sa femme. Et que pour se justifier, parce que ça fait un peu lourd de reconnaître que l'aspect sexuel est si important dans son infidélité, eh bien, il va arriver à en faire le reproche à sa femme qui, quelquefois, n'a rien fait d'autre qu'un peu vieillir. Mais de toute façon, si le mécanisme de la luxure est en place, elle aurait beau être la plus belle du monde, physiquement. Ça aurait produit le même phénomène, parce que la luxure se nourrit de nouveautés. Ceux qui sont dans la luxure croient renouveler leur couple en changeant de méthode, etc. Au bout d'un certain temps, il y aura usure. La seule façon pour que la sexualité reste épanouie toute une vie, c'est que premièrement, elle soit mise au service du véritable amour de l'autre, et donc qu'elle ne soit pas recherchée en premier comme une finalité, mais plutôt comme un moyen qui exprime la tendresse du couple et son amour. Et deuxièmement, elle a des règles de gestion au cours d'une vie. Là, je voudrais aborder un sujet qui est plus compliqué à aborder, mais qui vient certainement de la pilule. La pilule est un moyen de contraception, mais qui permet, au niveau du couple, une chose, à savoir une sexualité quand on le veut, dès que le désir arrive. Alors pour un jeune couple, il n'y a pas de problème, c'est très agréable. Le problème, c'est la gestion du plaisir. C'est qu'au bout d'un certain temps, quand c'est fait quand on le veut, sans qu'il y ait gestion, ben même ce plaisir-là peut lasser. Et donc on voit très souvent des couples qui ont parfois pas beaucoup de vie commune, 3-4 ans,
mais qui n'ont plus de relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont plus envie. En fait, le fait de pouvoir le faire tout le temps fait qu'ils ne le font jamais. Là-dessus, l'Église catholique, elle a une espèce de sagesse. Elle dit, il vaut mieux suivre les rythmes naturels. Elle encourage à utiliser pour les couples une méthode de gestion des naissances qui est fondée sur les cycles féminins. Alors, il ne s'agit pas des vieilles méthodes des années 60 qui servent toujours à ridiculiser la parole de l'Église. Ce sont des méthodes très modernes, parfois qui s'achètent en pharmacie, où il y a une gestion très précise du taux hormonal et où les périodes fécondes de la femme, qui sont à peu près d'une semaine par mois, sont bien visibles. Il y a aussi la fameuse méthode Billings, bien connue sur Internet, et qui est assez efficace. L'un des avantages de ces méthodes naturelles, c'est qu'elles exigent du couple un effort de chasteté. Ça veut dire de gestion de la sexualité par moment, et des grands moments dans le mois où il n'y a pas de sexualité, comme cela, jusqu'au bout. Les avantages pour les couples mariés, c'est que si elle est vécue vraiment dans un amour réciproque, elle permet pendant quelques semaines où il n'y a pas de sexualité au désir de revenir, et donc à une sexualité d'être vivante toute la vie, et de ne pas simplement brûler ses ailes dans la jeunesse pour après être quasiment inexistante ou pour devenir ce qu'on appelait dans le temps le fameux devoir conjugal, comme si le mot devoir pouvait, à ce niveau-là, indiquer une véritable vie sexuelle épanouie. Cette méthode naturelle, encouragée par l'Église, est souvent ridiculisée par les gens, mais très rares sont ceux qui avoueront qu'en fait, d'écoute quasi écologique des rythmes naturels à l'être humain, ils ont abîmé la sexualité de leur couple. Je voudrais en revenir maintenant, par rapport à cette vidéo qui est pour les jeunes, à la façon la plus idéale de gérer sa sexualité naissante à l'adolescence pour lui faire acquérir cette vertu de chasteté qui va l'orienter plus tard au service de celle qu'ils aimeront. Donc je verrai dans la leçon suivante la chasteté qui concerne les filles et qui est souvent moins une gestion de la sexualité elle-même, qui est plus la gestion du sentiment. Mais enfin, il y a des filles, à peu près 20%, qui sont très portées sur la sexualité dès l'adolescence et que ça concerne aussi. On dit, en regardant les études les études psychologiques faites auprès des adolescents, on dit que du côté des garçons, il y a une tentation, une pratique de la masturbation qui est très très fréquente. Pas unanime, mais très très fréquente, qui dépasse les 90%. Étonnant. Chez les garçons, à cause d'une orientation de la psychologie, la sexualité, à sa naissance, est presque difficile à gérer que pour une fille, ce romantisme, ce désir d'un prince charmant. En plus, elle est sans arrêt sollicitée, excitée par la télévision, par les publicités, qui actuellement sont très 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 centrées sur la sexualité. Alors, comment est-ce qu'un jeune, pour qui ce genre de sexualité débarque dans sa vie, peut la gérer au mieux? Et je voudrais raconter à cet égard l'histoire d'un de mes anciens élèves, il y a plus de 20 ans quand j'enseignais en France, qui était devenu chrétien et qui, du coup, c'est une chance que j'avais eue, m'avait raconté un petit peu tous les efforts qu'il faisait par rapport à cela. Donc c'était un adolescent normal et qui était très sollicité par la masturbation. Et moi, je lui avais encouragé à faire des efforts, à lutter contre, ne serait-ce que pour penser à celle qui serait plus tard sa femme, pour arriver à gérer les choses. Donc je ne suis absolument pas prête, mais enfin il se confiait quand même. Et pourquoi pas? Donc il a fait cet effort-là. Je l'ai eu comme élève pendant à peu près 3 ans. Et on se voyait à peu près toutes les semaines, il me racontait. Et dans les semaines où il avait fait l'effort, eh bien on pouvait dire qu'il était tombé 2 fois. Ce qui semble important. À chaque fois qu'il tombait dedans, étant devenu croyant, eh bien il faisait une prière à Dieu en disant qu'il regrettait d'être tombé dedans. Mais jamais, jamais, au cours de son adolescence, il n'est arrivé à s'arrêter complètement par rapport à ses tentations sexuelles, de luxure. Il a simplement lutté.
Et puis il s'est marié vers l'âge de 23 ans et je suis resté en contact avec lui. Et un jour, sa jeune épouse a eu, après son premier accouchement, une maladie, une infection, un staphylocoque doré qui fait que pendant à peu près 2 ans, ils n'ont pas pu avoir de relations sexuelles. Et il m'a dit textuellement, tous les efforts que j'ai faits et auxquels que tu m'as poussé à faire dans mon adolescence, eh bien maintenant j'en récolte les fruits. Ça veut dire qu'il n'avait pas de problème à respecter sa femme. Il ne s'énervait pas. Naturellement, il n'avait pas de relation sexuelle avec elle. Eh bien, il l'aimait comme ça et sa simple présence l'équilibrait. Alors, je ne dis pas qu'il ne retombait pas parfois. Il n'avait jamais réussi à être parfaitement chaste. Mais qui peut réussir, ne serait-ce que dans ses pensées, à être parfaitement chaste? L'essentiel, c'est qu'ayant lutté toute sa jeunesse, n'ayant pas accepté certaines données actuelles qui datent de mai 68, qui consistent à dire que c'est très bien la masturbation, on découvre son corps, mais ayant écouté un petit peu les propos de l'Église qui disent non, il y a là un péché, une voie qui conduit à la destruction, mais sans se prendre la tête non plus. Il ne s'agissait pas de faire des grands drames parce qu'il était tombé 2 fois par semaine, il s'agissait de se relever, de lutter de nouveau la semaine suivante. Et s'il l'avait fait que 2 fois au lieu de 5 fois, ça avait fini par produire son fruit. Parce qu'effectivement, quand il a connu sa jeune femme, la présence de sa femme a achevé de l'aider à s'équilibrer à ce point-là. On peut dire qu'un jeune qui, pendant les années de son adolescence, lutte, eh bien, il récolte les fruits de sa lutte. Même s'il n'a pas réussi parfaitement à lutter, et après tout, ce n'est pas tellement le but. Le but, c'est de lutter, de se bagarrer, de regretter quand on tombe et de se relever. Eh bien, même s'il n'est pas arrivé parfaitement, il en récolte les fruits, il a acquis une certaine chasteté. En comparaison, une personne me racontait l'exemple d'un couple à qui il était arrivé à peu près la même chose, donc une absence de relations sexuelles pendant quelque temps à cause d'une raison de santé. Eh bien, le mari ne se contrôlait pas, au point que la femme était à se demander si elle n'allait pas lui présenter une prostituée. Parce qu'il brûlait, il ne se contrôlait pas, il s'énervait, c'était source de scènes de ménage terribles. Donc peut-être que ces 2 histoires sont caricaturales, il ne faut pas les prendre comme étant ce qui se passe absolument tout le temps, mais elles illustrent bien ce que je veux dire. À savoir que dès l'adolescence, il faut, à mon avis, inviter les adolescents, principalement garçons, à gérer cette sexualité naissante, à ne pas la laisser dériver n'importe où. Pour eux, un combat très dur, que la Bible décrit d'ailleurs en disant « L'homme fort qui dompte son âme est plus fort que l'homme qui prend des villes. » Mais si cette sexualité est gérée vers 14-15 ans, c'est beaucoup plus facile que si on commence à vouloir la gérer vers 24-25 ans. Quand la psychologie est native, elle est un peu comme une plaque de cire molle. Les marques ne sont pas durcies entièrement. Et donc en la réorientant par un effort volontaire, on arrive à lui donner une orientation chaste. À 24-25 ans, quelqu'un qui toute sa vie aurait vécu dans la luxure, à mon avis, doit avoir beaucoup de mal. Parce que la plaque de cire molle est parfaitement durcie. Les plis sont pris. Aristote disait qu'une personne est chaste le jour où, dans la joie et sans effort, elle sait orienter sa sexualité vers la finalité qu'elle lui attribue. Donc, en l'occurrence ici, l'amour de sa femme. Je voudrais enfin aborder un dernier domaine de cette acquisition de la chasteté à l'adolescence. C'est par rapport aux déviations sexuelles. Actuellement, paraît-il, en France, 1 prisonnier sur 2 le serait pour des raisons de pédophilie. Et actuellement, il n'y a pas de problème politique à affirmer que la pédophilie est une déviation, alors que je me ferais lourdement reprendre si j'osais dire que l'homosexualité est une déviation qui psychologiquement a un mécanisme analogue à l'adolescence. C'est que, on voit bien la pédophilie moralement, mais ça c'est une autre analyse, s'attaque à des petits innocents, alors que l'homosexualité moralement est en adultes consentants. Et moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder le mécanisme psychologique qui, à l'adolescence, va aboutir à des déviations sexuelles.
Je peux parler psychologiquement de déviation sexuelle, même si c'est risqué. Mais pourquoi pas prendre des risques quand on est philosophe, qu'on cherche la vérité? Parce qu'il est évident que physiologiquement, le sexe masculin est orienté vers le sexe féminin. Quand un adolescent repère, au début de son adolescence, parce qu'il a une famille qui l'entoure et qui lui signale qu'il y a ce risque-là, qu'il repère dans sa tête la venue de fantasmes sexuels qui ne sont pas de l'ordre naturel. Le fantasme sexuel naturel, c'est celui qui porte un garçon vers le corps sexué d'une femme formée. Si un adolescent a des fantasmes sexuels pour le corps d'une petite fille ou pour le corps d'un petit garçon non pubère, eh bien s'il prend dès le départ, alors que ces fantasmes sont nés, s'il se prend en main et qu'il dit, en se regardant en face, mais qu'est-ce que c'est que ces idées qui me viennent? Mais c'est pas possible, c'est dégoûtant. Qu'il se donne un bon coup de pied dans le derrière, qu'il s'interdit strictement d'avoir ces pensées-là, eh bien il arrête, dès le départ de l'adolescence, l'orientation qui pourrait aboutir plus tard à de la pédophilie. Si au contraire il est livré à lui-même, que personne ne lui explique rien, ne lui montre pas le danger de ce genre de fantasmes, qui vont petit à petit, au cours des années, s'inscrire de plus en plus profondément dans sa psychologie, eh bien il ne faut pas s'étonner que devenu père famille, alors que sa petite fille est née, bien, il commence à regarder, à avoir des pensées qui ne sont pas normales. Il est facile d'arrêter une déviation à sa source, disait encore Aristote. Mais quand le fleuve s'est séparé, par exemple quand le Rhin s'est séparé du Rhône, comment faire pour les faire se rejoindre? C'est impossible. L'Église catholique, à son corps défendant, a découvert dans la douleur qu'un adulte fortement orienté dans le cadre de la pédophilie ne guérissait jamais. Elle l'a payé lourdement en croyant qu'il suffirait de réorienter ces prêtres qui étaient tombés, de les déplacer. Il y a eu beaucoup de scandales et la prise de conscience terrible a été prise par Jean-Paul II. À certains moments, on pensait que des efforts de chasteté suffiraient. Eh bien non. Devenu adulte, il est pratiquement impossible de se sortir de telles déviations sexuelles. J'aurai une leçon un peu plus tard sur la naissance de l'homosexualité. Donc c'est très complexe, il y a plusieurs formes d'homosexualité, il y a des racines dans la petite enfance, mais je voudrais ici parler d'un problème très simple, à l'adolescence, qui règle peut-être 80% des problèmes quand on y pense. C'est simplement que quand un garçon, jeune adolescent, a des fantasmes sexuels portant sur le corps d'autres garçons, eh bien il doit faire le même effort, se les interdire. Alors certains psychologues diront, mais il lutte contre sa nature profonde. Pas du tout. À l'adolescence, il n'y a pas de nature profonde, il y a une certaine indécision. Et en structurant par sa volonté dans le sens de sa nature, on arrête beaucoup de choses. Je me rappelle, encore une fois, d'un jeune, ses parents me l'avaient amené, parce qu'il avait failli se suicider à l'âge de 15 ans, en disant à ses parents « je suis homosexuel, je ne veux plus vivre, etc. » Il avait emmené chez un premier psychologue qui lui avait dit « mais c'est ton orientation profonde, tu l'acceptes, etc. » Et puis, ils avaient eu un doute. J'avais été le deuxième à le voir. Et moi, je lui avais dit « écoute, analysons d'abord les causes. » Et on s'était rendu compte qu'effectivement, il avait un profil profond, psychologique, d'un enfant dont le père était absent, une psychologie très douce, très sensible. Mais je lui ai signifié de faire les efforts de chasteté, c'est-à-dire de s'interdire ces fameux fantasmes sexuels sur le corps des garçons. À 15 ans, il a fait l'effort. Maintenant, il en a facilement 30. Il est marié, et je lui ai posé la question un jour pour savoir si parfois lui revenaient des fantasmes comme cela. Il m'a dit « mais non, ils ont disparu très vite, au bout de quelques mois. » Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que ce garçon est fortement attiré au point de vue psychologique par des chefs. Quelqu'un qui, dans son entreprise où il travaille, le gère. Il se met en admiration et il fait un excellent second dans son entreprise.
Donc il y a certainement des racines psychologiques qui ne pourront jamais disparaître. Il a manqué de père, il a eu une enfance avant sa puberté particulière. Mais elle ne se traduit pas par une homosexualité. Elle se traduit par une sensibilité. Et c'est tout à fait différent. Donc je voudrais aborder maintenant une dernière question. Comment faire quand on est adulte et qu'on est profondément enraciné dans une pratique luxurieuse de sa sexualité? Donc centrée sur le sexe pour le sexe, avec toutes les conséquences que ça implique. Eh bien je dirais que plus la chose est tardive, plus elle est difficile à corriger. La première correction qui peut arriver, c'est la prise de conscience dans sa tête que c'est une voie sans issue. Et souvent, cette prise de conscience se fait. Il est évident que quand on a des relations avec des femmes, que dans le cadre de la pure luxure, donc pour le plaisir génital pur, on est seul. Et qu'avec l'âge, en réfléchissant, on se rend compte des inconvénients de cette solitude. Une fois la prise de conscience prise, un peu comme les alcooliques anonymes, alors peut-être pourra commencer l'effort pour rectifier cette façon de vivre la sexualité. Mais ce sera aussi dur que le mécanisme qui fait qu'un alcoolique essaye de se sortir de l'alcool. Les alcooliques anonymes disent tout le temps qu'on ne peut jamais se sortir de l'alcool si d'abord on n'a pas pris conscience qu'on est en train de détruire sa famille, son couple, etc. Pourquoi je parle de cette prise de conscience? Et parfois, mais il arrive que des personnes soient obligées d'avoir touché le fond de la solitude, de ces soirées mornes, où on revient chez soi avec le dégoût de soi-même pour se reprendre. Le péché capital, c'est un peu comme une pieuvre. Si on prenait une analogie, ce serait un peu comme un mogwai, c'est-à-dire une petite bête qui est dans la tête dès le début de l'adolescence et qui se nourrit de l'acte qui porte son nom. Donc la luxure, le mogwai, devient un gremlins, le fameux monstre horrible du film, en se nourrissant de l'acte de luxure. Quand il s'est nourri un petit peu, au début de l'adolescence, on peut facilement affamer le mogwai, enfin le gremlins, et faire qu'il retourne dans sa niche. Quand il s'est nourri pendant 15 ans d'actes de luxure, eh bien, il est devenu un animal très performant, dont les tentacules s'étendent jusque dans la tête, jusque dans le corps, et envahissent la façon de vivre au point que c'est difficile à contrôler. Cependant, ce gremlins perd son pouvoir s'il n'est plus nourri de l'acte qui porte son nom, à savoir de la luxure. Et donc quelqu'un qui est dans la luxure, s'il décide, pendant un certain temps, de ne plus pratiquer la luxure, de pratiquer une relation différente, qui soit affective avec les femmes, qui soit par la parole, par la discussion, en cherchant à découvrir leur personne et en s'interdisant l'acte sexuel, parce qu'on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de retomber dans la luxure si on va tout de suite dans l'acte sexuel. Eh bien, il peut arriver qu'au bout de quelques mois, quelques années, on ait rétabli en soi une relation normale avec l'autre sexe, où la sexualité est uniquement l'expression d'un amour absolu. Ça, c'est ce que désire l'Église catholique, un amour engagé. Il est évident que ça implique donc une sorte de changement de nature de la vision de la sexualité. Ça implique qu'on ait réfléchi au fait qu'elle est normalement l'expression de l'amour entre un homme et une femme, et qu'elle n'est pas seulement la recherche du plaisir génital.